On est reparti avec la saison 7 de mon podcast Corsé. Wow! Déjà 7 saisons, ça me fait quand même capoter. Et j'ai envie de vous dire que j'ai plein de contenu pour vous. J'ai encore bien des saisons devant moi parce que la communication, la coparentalité, que tu sois en couple, que tu sois séparé, en famille recomposée, il y a des affaires à dire. La saison 6, on avait beaucoup, en fait, abordé et reçu des invités qui étaient en lien avec des sujets qui traitent de la santé mentale. Et l'objectif que j'avais en arrêt de ça, c'était vraiment de pouvoir soit comprendre une dynamique qu'on est en train de vivre ou soit comprendre aussi, en fait, son coparent sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Dans la saison 7, on va avoir des épisodes encore de ce genre, mais on va aussi avoir des épisodes plus spécifiques sur des sujets très précis en lien avec la coparentalité. Alors, je vous invite à profiter de cette saison et comme toujours, de m'écrire, de m'envoyer vos idées. J'adore quand vous m'envoyez des idées pour des épisodes. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir puis je les priorise. Alors, écrivez-moi à girardcynthia.com et ça me fera plaisir, en fait, de pouvoir vous répondre. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle écoute de la saison 7 qui commence à l'instant. Cette semaine, on va se parler de la recomposition familiale. Eh oui, c'est un enjeu qui, des fois, amène beaucoup de questionnements. Et dans cet épisode, vous allez voir, je discute justement de certaines stratégies qui peuvent aider à l'adaptation, justement, de la recomposition familiale quand il y est question de la cohabitation avec son nouveau partenaire. Je n'aborderai pas nécessairement lorsqu'on est dans le début. En fait, on est vraiment plus comme quand on veut travailler à l'intégration dans un nouveau domicile, tout le monde vivant ensemble. Donc, les stratégies, en fait, qui vont pouvoir être aidantes à ce niveau. Alors, j'espère que l'épisode va être vraiment intéressant pour vous. Et si vous voulez aller plus loin, vous devez savoir, en fait, que vous avez dans cet épisode-là un moment, en fait, de mon accompagnement co-co-co, qui est coparentalité, communication, collaboration pour les couples qui sont séparés ou les familles, justement, qui sont recomposées. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller sur mon site web girardcynthia.com et aller dans la section services, accompagnement co-co-co. Vous allez pouvoir voir, en fait, tous les services possibles et les options, en fait, en lien avec ce service-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Parfois, l'éloignement réaliste peut être occasionné par une recomposition familiale précoce ou complexe ou difficile. Donc, il n'y a pas de temps idéal avant de se remettre en couple. La chose que vous allez voir tout à l'heure avec un peu les étapes, c'est sûr que c'est de régler sa propre séparation, de prendre du temps, mais aussi de voir est-ce que mon enfant il est aussi prêt à rencontrer cette personne-là. On est rendu où, en fait? Tu sais, quand je parle de recomposition familiale, je parle que la personne, mon nouveau partenaire, connaît les enfants, côtoie les enfants. Hein? Si j'ai une personne que je commence à fréquenter et que mes enfants ne le voient pas, on ne parle pas de recomposition familiale ici, là, OK? Donc, des fois, les enfants ont besoin qu'on respecte leur rythme. Tu sais, si j'ai appris que maman et papa sont séparés, ça fait quelques semaines, j'ai déménagé une fois, 2 fois, j'ai changé d'école. Donc, plus on ajoute de facteurs qui viennent déstabiliser l'enfant potentiellement, plus l'aspect du nouveau partenaire peut devenir un enjeu qui doit être pris en considération puis à faire attention. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement toutes les personnes que je vais rencontrer dans un potentiel amoureux que mes enfants vont rencontrer. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Les enfants ont besoin aussi d'être libres d'aimer leurs parents, mais aussi d'aimer ces nouveaux partenaires-là. Hein, dans le fond, dans la vie, et que quand on explique aux enfants aussi, quand vous allez voir tout à l'heure comment que, tu sais, ce qui peut venir être aidant, mais qu'ils ont besoin d'avoir le sentiment que, mettons, Jonathan, il ne va pas remplacer papa, tu sais, puis Caroline, elle ne va pas remplacer maman, tu sais. Mais plus, en fait, les enfants réalisent, constatent, observent que leurs parents réagissent à la présence de cette autre personne-là, plus on peut avoir quoi qui va se développer selon vous?
Ça va être la même chose qu'avec les deux parents. Si les deux parents, en fait, les enfants sont coincés entre les deux, s'ils ont l'impression qu'ils sont coincés entre je l'aime ma belle-mère, mais je l'aime aussi ma mère, un conflit de loyauté. Ça va être la même affaire, en fait, qui va se matérialiser. Il faut aussi qu'on comprenne qu'ils ont un besoin de loyauté aussi envers leurs parents. Ça veut dire que c'est justement ce que je viens de vous expliquer. Ils ont besoin qu'on leur explique qu'il n'y a personne qui va prendre cette place-là. Hein? Puis c'est pour ça que des fois, quand je fais le cœur, en fait, de maman, le cœur de papa, je vais mettre des bulles, puis je vais mettre une bulle de le parent, l'amoureux, puis l'enfant. Puis dans la bulle de l'amoureux, il y a eu un temps où ton père était aussi dans la bulle du parent. Là, ton père, il est uniquement dans la bulle du parent, mais dans la bulle de l'amoureux, c'est Jonathan. Puis tu vois, toi, ta bulle à toi d'enfant, il n'y a personne qui va prendre cette place-là. Donc, ça aide des fois avec les plus petits à imager que leurs places ne sont pas compromises, en fait. Et il faut aussi qu'on prenne en considération, vous allez voir, c'est un défi aussi, en fait, pour les familles recomposées, mais que tu viens de débuter un nouveau couple, tu es en amour, tu as les papillons, tu as le goût de te voir souvent, c'est super le fun, sauf que ça, c'est ton besoin. Puis il a le droit d'exister. Mais pour notre enfant, ben si du jour au lendemain ou très rapidement, papa devient une entité double, donc avec toujours son partenaire ou sa partenaire, ben est où notre place à nous? Hein? Donc, les enfants ont besoin d'avoir une importance, hein, d'être choisis. Non, ce soir, Jessica, on ne sera pas ensemble, je vais être avec mes enfants. C'est pas la même game quand on vit ensemble, mais c'est là aussi où est-ce que dans le rythme de vivre à deux, malheureusement, parfois, ça arrive trop rapidement. Puis là, des fois, ça va se solver en échec. Puis c'est pas ça qu'on souhaite. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'adaptation, ils ont besoin d'appartenance, ils ont besoin d'avoir leur place, ils ont besoin justement que quand on va tranquillement, pas vite, en fait, mettons, de plus en plus, mettons qu'on va rencontrer le nouveau partenaire, qu'on va rencontrer peut-être ses enfants, bien, nos enfants ont des opinions, nos enfants ont peut-être des choses à dire. Puis vos enfants, ils n'ont pas choisi ce nouveau partenaire-là. Puis vous allez voir tout à l'heure aussi, c'est qu'ils ne sont pas obligés de les aimer. C'est vous qui avez aimé cette personne-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que votre enfant va l'aimer. Par contre, il va être obligé de le respecter comme n'importe quel humain sur la Terre. Mais parfois, ça peut devenir tricky, hein, si on veut. Donc, quand ça va rapidement, quand tout déboule, quand il y a beaucoup d'escalade, ça peut devenir complexe. Mais si je leur laisse de la place à mes enfants, écoute, j'ai moins aimé cette activité-là avec ta blonde pour X, Y raison. Je n'ai pas à convaincre mon enfant que ma partenaire ou mon partenaire, c'est donc bien la plus belle, merveilleuse, huitième merveille du monde. J'ai à entendre puis à essayer après ça qu'on compose avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour que tu te sentes mieux, tu sais? Bien, je trouve que depuis que ta blonde est là, papa, on dirait que tu as changé, on dirait que je te vois plus, on dirait que tu es tout le temps avec elle, on dirait que, OK, c'est confrontant de se faire dire des affaires de même, là. C'est pas évident à dealer avec ça. Mais il faut que je sois capable d'entendre qu'est-ce qui est en arrière de ça. Est-ce que c'est effectivement une réalité? Est-ce que ça se peut qu'effectivement, dans les dernières semaines, mon amour, on a passé beaucoup de temps, c'est vrai, je vais faire attention. Ou versus d'essayer de le convaincre. Ben là, maintenant, ça fait partie de ma vie, il va falloir que tu l'acceptes. Oups! Là, je viens comme de complètement couper son senti. Vous me suivez? Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me remettre en couple, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que j'enlève le sentiment ou que j'essaie de convaincre mon enfant que là, on va composer avec ça, puis il faut que tu t'y adaptes à la mesure que moi, ça me tente que ça l'aille, au rythme que je veux que ça l'aille. Donc, pour aider l'enfant, en fait, justement, à comme composer avec tout ça, ben, c'est de l'entendre, hein, l'enfant soit vu, soit entendu, qu'on va accueillir, puis on va normaliser aussi. Tu sais, c'est correct de pouvoir dire, par exemple, parce que c'est pas tous les enfants qui vont dire, ben là, j'ai peur, maman, que Pierre-Luc, il remplace mon père. Tu sais, c'est assez rare qu'ils vont leur dire de même. Tu sais. Par contre, ça se peut que moi, comme parent, je vais aller nommer, en fait, les éléphants dans la pièce. Ça se peut-tu, ma chérie, que là, tu sois inquiète que Pierre-Luc, là, il remplace papa? Oui, c'est ça. Ben, il n'y a personne qui va remplacer ton père, mon amour. On en a juste un papa, puis on en a juste une maman. C'est Pierre-Luc, c'est mon amoureux, puis ça va être une personne que tu vas apprendre à connaître, puis que tu vas apprendre à respecter, puis que peut-être que tu vas aimer, mais tu as le droit de prendre ton temps, puis il n'y a personne qui va remplacer ton parent. Ça fait du bien. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, OK. Fait
Fait que ça aide l'enfant à pouvoir se sentir normal, qu'il soit des fois déchiré ou questionné au niveau de ses émotions. On normalise aussi le changement, les rechutes, hein, dans le fond, que, tu sais, si par exemple, je sais pas, moi, il allait super bien, puis là, il a comme régressé parce que là, il y a plus de changements par rapport à la recomposition familiale, là, je pense plus. Tu sais, mettons que on s'est recomposé, on a déménagé, ça a amené un changement d'école, un changement de garderie, bien, ça se peut, en fait, qu'effectivement, ça vienne chambouler des choses, fait que c'est correct de pouvoir les normaliser. On rassure l'enfant sur sa place. Je pense que là, j'en ai bien parlé. Aider l'enfant à exprimer son point de vue et le départager de ce qui appartient à l'enfant versus l'adulte. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer tantôt, tu sais, que toi, pour toi, c'est la 8e merveille du monde, mais peut-être que ton enfant, il la trouve sévère, tu sais, ou peut-être que ton enfant, il a des opinions différentes. Vous me suivez? Fait que c'est là où est-ce qu'il faut que je fasse attention, tu sais, que je sois capable de prendre, d'en prendre, d'en laisser, de tempérer, de nuancer, de recadrer. Tu sais, ça peut être ça aussi. Puis des fois aussi, c'est juste d'en venir ou d'être capable aussi de voir la réalité telle qu'elle est. Je me rappelle une famille, en fait, que j'avais accompagnée, puis que la conjointe, justement, du papa était beaucoup plus sévère que lui, en fait, et que la mère. Et il aimait bien ça, lui, ce nouveau style de vie-là. Mais les enfants, eux, n'ont pas été habitués à ça. Donc, il a fallu qu'il accepte, en fait, à quelque part, et qu'il fasse un cheminement que on peut vouloir changer des stratégies d'intervention, mais on ne peut pas occulter qu'on a eu un modèle. Fait que du jour au lendemain, si tu décides que tu changes tout sans prendre en considération comment l'enfant va voir ça, tu risques de te heurter à énormément d'opposition. Fait que ton objectif, c'est d'atteindre la collaboration. Comment on va y arriver? En fait, pour que, tu sais, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, bien, ça se peut que tes enfants réagissent. Ils ont le droit d'avoir aussi cette opinion-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas pas le faire. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas le changement. Mais est-ce que je vais le faire à 300 degrés ou je vais le faire tranquillement, pas vite, puis je vais inclure aussi les enfants? Et c'est d'ailleurs un facteur qui aide. Inclure les enfants dans les discussions, inclure les enfants dans les décisions. Là, je suis bien dans la famille recomposée. Donc, par exemple, on a une nouvelle maison, ils peuvent te donner leurs mots sur comme la maison, elle, moi je l'aime celle-là, moi je l'aime pas celle-là. Ça ne veut pas dire que on va les écouter à 100%. C'est pas eux qui vont décider si on l'achète ou pas. Mais je vais reprendre encore un exemple d'une famille. Lorsque la conjointe, en fait, est arrivée dans la maison familiale, en fait, que les enfants avaient connue, elle a enlevé tout ce qu'il y avait de plantes. Elle a mis d'autres choses. Puis quand les enfants sont revenus, bien là, tout était dénaturé dans leur maison selon leur perception. Mais c'est des affaires qui nous apparaissent banales, mais pour les enfants, c'est beaucoup. Donc, on va réaménager la maison parce que Pénélope est rendue dans notre maison. Comment on la réaménage? Comment on voit ça? Hein? Donc, on les implique là-dedans, en fait. C'est ça que ça veut dire. Euh, ça les aide. Créer des repères, au même titre que quand on est avec la transition de famille séparée, quand les parents sont séparés, on peut aussi très bien le faire avec aussi la famille recomposée. Je me rappelle une famille où est-ce que le petit garçon avait des besoins particuliers, mais c'était rendu que quand il entendait une moto, il stressait parce qu'il pensait que c'était l'amoureux de sa maman qui arrivait. Puis là, ben là, maman elle va être avec moi, puis elle va passer du temps. Fait qu'il avait mis des carrés jaunes sur le calendrier. Quand il y a des carrés jaunes, c'est parce que Carl arrive, tu sais. C'est parce que Carl, il va être là. Ça peut pas être parfait dans le sens que c'est pas vrai qu'on est tout le temps capable de savoir quand est-ce qu'on va être avec qui, mais ça peut parfois aider. Ça peut peut-être des fois aider pour que les enfants puissent s'adapter. J'ai marqué calendrier visuel avec la date butoir. Si effectivement, par exemple, on a un déménagement, bien, peut-être que ça peut être bien que les enfants soient mis au courant pour pouvoir ne pas être placés devant le fait accompli. Et est-ce qu'on implique les enfants dans le déménagement? Si c'est possible, oui. On fait leur faire leur boîte, ils vont en défaire quelques-unes. Ça leur permet de s'approprier leur lieu. J'ai pas mon enfant la semaine prochaine, je vais en profiter pour m'enclencher le déménagement. Je comprends que c'est efficace. Mais au niveau adaptatif, ça peut créer des oppositions, ça peut créer des méfiances chez l'enfant parce que j'ai pas eu la chance de m'approprier un repère. J'ai pas eu la chance de m'approprier mes choses. On a pris mes affaires, on les a mis ailleurs. Plus ils sont grands, plus on devrait les impliquer.
Maintenant, quand toujours dans un contexte maintenant où est-ce que je suis vraiment dans un style de famille recomposé, le coparentage versus la coparentalité. Il y a quelque chose en fait un peu de l'ordre de comme quand on est sous le même toit. Le coparentage, ça renvoie beaucoup en fait au soutien mutuel en fait qu'on va se donner euh, pa- pendant le partage des soins et du parentage. Donc souvent effectivement, ça va être beaucoup en fait associé à le fait qu'on vive sous le même toit. La coparentalité, ça renvoie vraiment aux décisions puis aux responsabilités légales. Donc, puis il y a des choses qui sont communes, en fait, aux deux, là, en fait, ici, comme vous voyez. Mais je donne un exemple. Max et Solange sont en couple depuis 10 ans. Ils ont un enfant. Ils vivent ensemble. Ils partagent coparentalité et coparentage. Donne un autre exemple. Louise et Sylvie sont parents de Jade. Louise et Sylvie sont séparés. Ils ont une coparentalité. Dans leur contexte, elle est collaborative en plus, ça va vraiment bien. Sylvie est en couple avec Maïka et ensemble, ils font du coparentage avec Jade une fois sur deux parce que Maïka, étant la conjointe qui vit avec Sylvie, ben, soutient dans le fond Sylvie dans son rôle. Elle est présente, elle est là, elle accompagne la famille, elle participe parfois dans le fond justement aussi aux décisions. Donc, on a la distinction entre la coparentalité et le coparentage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on se sépare, nos nouveaux partenaires ne vont pas prendre une place qui va être de l'ordre des décisions et des responsabilités légales. Quoique, il y en a, en fait, que, tu sais, si je prends, par exemple, une famille séparée où est-ce que, mettons, madame s'est remis en couple, les enfants avaient à peine 1 an, puis qu'il il est là depuis toujours, puis qu'ils sont rendus à 17 ans, ben, il y a de fortes chances que probablement qu'il doit contribuer en fait aux décisions puis aux responsabilités légales. Plus on est là longtemps, plus on est là depuis longtemps, plus on est là aussi, puis c'est sain, puis que dépendamment aussi à quel point l'autre parent est aussi présent, en fait, il y a aussi ça, vous allez voir tout à l'heure, là, mais ça va venir teinter un peu. Par contre, l'autorité parentale demeure toujours pour les deux parents euh, initiaux, là, si on veut. Mais il y a quand même une réflexion intéressante à avoir entre le fait que cette personne-là contribue à ma famille. Non, elle n'a pas le pouvoir décisionnel, mais elle a son mot à dire aussi. Elle vit sous le même toit. Et j'aime bien ramener la phrase qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Initialement, en fait, quand un enfant, on apprend à connaître un nouveau partenaire pour aider à l'adaptation aussi de l'enfant à ces nouveaux partenaires-là, c'est de lui expliquer que dans notre cœur, il y a de la place pour plein de monde. C'est des personnes significatives, en fait. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça qu'avant de présenter notre nouveau partenaire, notre nouvelle partenaire à nos enfants, techniquement, on s'enligne pour faire un bout. Hein? Si c'est juste quelqu'un que j'ai du plaisir entre minuit et 6 heures le matin, c'est peut-être pas une personne que je vais avoir le goût de présenter à mes enfants. Vous me suivez? Fait que mon exemple est un peu stéréotypé, mais c'est juste pour, parce que ça a des impacts. Ça a des impacts chez nos enfants. Puis quand on vit avec ces personnes-là, ben, il y a des contextes où est-ce que parfois les beaux-parents vont prendre plus de place que les parents. Et ça, c'est pas souhaitable. Ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent autant de place ou un peu moins, dépendamment de l'âge et de leur implication. Mais ils ont le droit d'avoir leur mot à dire. Mais c'est quand ils prennent toutes les décisions puis que là, tout change, c'est là où est-ce que ça fonctionne pas. Puis c'est pour ça que des fois, ils ont comme un peu le mauvais rôle, dans le sens que depuis que ta blonde est là, depuis que ton chum est là, tout a changé. Attends un petit peu. La chose, c'est que la présence d'une nouvelle personne dans notre famille, ben c'est sûr que ça vient changer quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est le beau-parent qui est responsable de tous les changements. Le parent qui a son nouveau partenaire a aussi changé. Mon coparent a aussi peut-être changé. Les enfants ont changé. Il y a plein de choses qui arrivent, en fait. Donc, l'introduction de cette nouvelle personne-là vient modifier notre dynamique familiale. Il y a des parents séparés qui sont séparés qui vont continuer la même dynamique que quand ils étaient en couple. Et là, ils ont une nouvelle personne dans leur vie et là, ça clash. Mais c'est normal, ça vient changer la dynamique.
Mais ça ne veut pas dire que tout repose sur c'est pas juste de la faute de la nouvelle personne. Parfois, je trouve qu'ils ont un peu trop le mauvais rôle, mais parfois, il y en a certains, par exemple, qui effectivement, ils vont prendre beaucoup de place. Fait qu'il faut aussi, comme des fois, recadrer pour replacer. Et c'est pour ça que ça nécessite d'avoir de bonnes discussions avec cette personne qui va partager ma vie éventuellement. Cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Maintenir l'alliance parentale. Lorsqu'on a un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, ça ne devrait pas modifier notre alliance parentale. Si vous avez un amoureux, une amoureuse qui vous nomme, qui ne veut pas que vous parlez avec votre coparent, qui voudrait que vous vous éloigniez de cette personne-là, qui se méfie, désolé, mais c'est un flag. C'est pour cette raison-là aussi que quand vous commencez à fréquenter cette personne-là, c'est pas sexy comme discussion, j'en conviens, mais on devrait avoir le genre de discussion. Est-ce que ton histoire avec ton ex est réglée? T'en es où? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne décide pas des enfants de notre partenaire, ni de son ex, ni de sa famille. Fait que si tu n'es pas au courant, ben, tu avances là-dedans. Mais si tu es au courant, tu peux faire des choix, tu sais. Puis le choix qu'on prend à un moment, tu sais, je veux dire, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, là, tu sais, mais c'est correct et c'est légitime de demander où est-ce qu'on en est, tu sais, puis de dire, ben moi, la mère de mes enfants est super importante, ma séparation, c'est vraiment terminé, mais elle a une place importante dans la vie de mes enfants. Ben moi, j'aime pas trop ça. Ben, j'ai pas l'intention de plus l'avoir. J'ai pas l'intention de plus lui parler. Tu sais, ça doit être clair, en fait. Ça demeure votre coparent. C'est sûr que si vous dînez tous les dimanches ensemble, peut-être que ça va se slacker, tu sais. Mais la communication, la collaboration qu'on a avec notre coparent, elle est importante. Quand c'est conflictuel, déjà à la base, parfois, le beau-parent ne doit pas venir faire une courroie entre nous deux. Ça peut devenir embêtant. Si on veut faire ça, je préfère qu'on fasse une discussion à trois ou qu'on soit comme tout le monde ensemble parce que ça peut finir par coincer cette personne-là. Ce n'est pas son rôle d'être le médiateur entre les deux parents. Merci d'avoir été avec moi. Si c'est possible pour toi, mets des étoiles, suis le podcast. C'est une façon de faire connaître le balado et c'est vraiment pour moi ma paye. Si de ton côté, tu as envie d'aller plus loin dans les sujets qu'on aborde dans mon balado, sache que j'offre des webinaires et des formations qui sont disponibles en ligne sur girardcynthia.com et tu as aussi une vaste d'outils gratuits. Alors, tu peux te rendre, explorer le tout et peut-être que tu vas avoir réponse à tes besoins. À bientôt!